Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, on essayait de stabiliser l'instable. Aujourd'hui, pour la prochaine pleine lune, celle du 31 mai, eh bien, on va se retrouver dans une tempête céleste quand même, et en même temps, un réveil des consciences. Comme quoi l'un n'empêche pas l'autre, et d'ailleurs souvent l'un engendre l'autre. Donc dans un premier temps, je vais vous décrypter la carte du ciel, vous dire un peu ce que j'en pense, vous dire un peu voilà qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement de ce ciel. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai une lecture, alors pas signe par signe, parce que comme vous le savez si vous m'écoutez depuis un moment, moi je préfère d'ailleurs étudier les influences par élément ou par mode. Et cette fois-ci, on va le faire par élément. Voilà. Alors, dans cette pleine lune, il y a beaucoup de choses. On a un climat qui est, alors évidemment, très riche. On voit la concentration qui se dessine d'ailleurs sur la carte. On a quelque chose, évidemment, de toujours instable, de très intellectualisé, mais aussi de très transformateur. Donc ça, c'est bien. C'est une pleine lune qui va se former sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, on va avoir la lune en Sagittaire à 9 degrés. Donc premier décan, et de l'autre côté, on a le soleil en Gémeaux. Pour rappel, quand on a une pleine lune, ce sont toujours les luminaires qui s'opposent. Contrairement à une nouvelle lune, les luminaires sont en conjonction. Alors ici, donc on est sur une opposition qui va activer la fameuse tension relativement classique, je dirais, entre le mental des Gémeaux et la quête de sens portée par le signe du Sagittaire. Donc autrement dit, d'un côté on va avoir ce soleil Gémeaux qui va venir stimuler notre curiosité, la multiplicité des idées, les échanges, la circulation de l'information, et de l'autre, la lune en Sagittaire, elle cherche une vérité plus globale, une cohérence intérieure et en fait une direction. La flèche du Sagittaire, on n'oublie pas. Donc c'est une opposition qui va mettre en lumière un décalage entre ce que l'on sait, ce que l'on entend partout, et Dieu sait qu'il y a de quoi entendre en ce moment, et ce que l'on ressent chacun comme profondément juste. Et la question centrale, en fait, elle devient, parmi toutes ces informations qui vous submergent là en ce moment, depuis un petit moment déjà, qu'est-ce qui fait réellement sens pour vous? Et cette dynamique, si vous regardez bien, elle est extrêmement amplifiée, fortement amplifiée, vraiment, par la conjonction du Soleil à Uranus. Uranus est en Gémeaux, ça y est, et cette conjonction agit comme un véritable électrochoc mental. Uranus, on le sait, vient bousculer les schémas de pensée, vient provoquer des prises de conscience soudaines, parfois déstabilisantes, mais libératrices. C'est ça dont il faut se souvenir, c'est qu'elles sont libératrices. Alors il peut s'agir d'idées nouvelles qui surgissent sans prévenir, des vérités qui vont éclater, des ruptures dans la manière de communiquer ou de comprendre le monde qui vous entoure. Sur le plan karmique, c'est une influence uranienne qui correspond souvent, lorsqu'on a comme ça le soleil en proximité, à un réveil. Peut-être que vous allez vous détacher très brusquement d'anciennes croyances. Peut-être que vous allez accéder à une vision beaucoup plus lucide qui était encore enterrée il y a quelques mois. Mais ce processus aussi, faut pas oublier qu'il peut passer par une forme de chaos intérieur. Pourquoi ? Parce que ce qui vous semblait stable ne l'est plus ou ne le sera plus. Là, j'ai voulu vraiment commencer par le soleil parce que, pour le coup, il éclaire vraiment la situation. En face, on a donc la lune qui est en Sagittaire, qui est là aussi à proximité. Alors, pas de quelque chose de bouleversant, comme Uranus peut l'être, mais de quelque chose un peu différent. On a la lune noire moyenne, qui est en conjonction avec la lune noire dite classique. Bon, alors là, effectivement, ça va donner une tonalité émotionnelle beaucoup plus intense et ça peut renforcer la sensation d'être dans quelque chose d'inconfortable. On le sait, vous le savez, la lune noire, elle agit comme un révélateur d'ombre. Elle met en lumière les excès, les illusions, et justement les croyances, on y revient, erronées, idéalisées.
Et en Sagittaire, ça va toucher directement le sens, la vérité, les systèmes de pensée ou de foi. Le maître de cette lunaison, c'est Jupiter, et Jupiter, il se retrouve en Cancer, toujours, on n'est pas encore en Lion, et il est en conjonction avec Vénus. Bon, carré Saturne, je vous en parlerai juste après, donc c'est pas non plus exceptionnel. Ce qui se passe, c'est que là, on n'est pas à l'abri de vivre des désillusions, on n'est pas à l'abri de ressentir une perte de repères, ou on n'est pas à l'abri d'être confronté à une ou des vérités difficiles à accepter. Voilà. Parce que sur le plan karmique, j'y reviens, ça correspond, quand on associe comme ça la Lune avec une Lune noire, à une phase de dépouillement. C'est-à-dire que certaines convictions dont vous avez hérité, certaines convictions qui se sont construites au fil du temps, elles non plus, elles ne tiennent plus. Et là, il va être nécessaire de reconstruire une vision plus authentique, plus transparente, même si ça va impliquer de traverser un vide. La Lune noire fait référence à une forme de vide. Je reviens donc au maître de cette pleine Lune, Jupiter, qui est en conjonction large avec Vénus, en Cancer. Alors en théorie, ça pourrait nous apporter une expansion affective, du plaisir, de l'ouverture relationnelle. Le petit souci qui se présente là, qu'on a, c'est que cet élan très positif va se retrouver freiné par un carré à Saturne. Le carré à Saturne est particulièrement actif du côté de Vénus. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des degrés, on est plus proche en marge de Vénus que de Jupiter dans le carré. Alors là, ça peut créer quoi ? Ça peut créer une tension aussi, comme tout carré, entre le désir d'aimer, de recevoir, de profiter, côté Jupiter-Vénus, et une réalité, en réalité, plus froide, plus exigeante. Alors concrètement, ça peut se traduire par quoi ? Des frustrations affectives, des déceptions, un sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Sur le plan karmique, alors là pour le coup on a vraiment du karmique avec Saturne, c'est une configuration qui réactive des blessures liées à l'amour propre, à l'estime de soi, à la sécurité aussi matérielle. Mais tout ça, ça demande une forme de maturité. Autrement dit, il ne s'agit plus ici d'attendre que l'extérieur comble un manque. Je sais que c'est facile à dire, mais je sais que c'est pas facile à faire. Je ne vous jette pas la pierre, bien au contraire. Mais là, il va falloir construire quelque chose de solide et de responsable qui va émaner de vous-même. Par ailleurs, la conjonction de Mars et de Chiron, puisqu'on parle de blessures, entre le Bélier et le Taureau, si on regarde bien, Chiron est à la fin du Bélier, degré anarétique, et Mars donc dans le Taureau. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir un carré à Pluton rétrograde en Verseau, ce qui va introduire une dimension de crise plus profonde. Pourquoi ? Parce que Chiron est donc en Bélier, mais comme je viens de vous le dire, il est à 29 degrés, degré anarétique. Alors à ce degré-là, il va plus être possible de contourner la blessure. Là, il y a quelque chose qui arrive à son terme pour tout le monde et qui va exiger d'être vécu en pleine conscience. Là, on n'aura pas le choix, vous n'aurez pas le choix. En Bélier, ça touche quoi ? Ça touche directement à la question fondamentale de l'existence. Le droit d'être soi, le droit de prendre sa place et le droit d'agir selon son élan propre. Donc, on n'est plus dans une fragilité diffuse ou inconsciente, mais on est tous dans une réalité intérieure vive, parfois brûlante, qui met en tension le besoin de s'affirmer et la peur, mais vous savez, la vieille peur très archaïque qui vient de très très loin, des conséquences que ça pourrait entraîner. Sur le plan psychologique, pour moi, c'est une configuration qui est extrêmement intense, qui va, je pense, agir comme une mise à nu de la blessure identitaire, comme on dit avec Chiron. Et elle peut faire remonter un sentiment d'illégitimité, une difficulté à vous imposer sans culpabilité,
ou encore une vieille colère comme ça qui sont liées à des expériences où l'affirmation de soi a été empêchée, rejetée ou sanctionnée. Donc il peut en résulter une tension intérieure assez forte, où en fait le fait d'agir va devenir nécessaire pour exister pleinement. Mais en même temps, c'est une dynamique qui est chargée d'une crainte d'être blessé à nouveau ou de blesser l'autre. Donc on est vraiment dans une ambivalence, il y a une espèce de paradoxe là qui peut rendre vos réactions beaucoup plus vives, beaucoup plus tranchées, donc attention, ou au contraire provoquer des blocages, que ce soit vous qui les provoquiez ou que vous vous trouviez face à des blocages, que vous vous heurtiez à des blocages difficiles à comprendre, donc tant pour vous-même que pour l'autre, parce que l'enjeu en fait touche ici à quelque chose de très profond et de très ancré. Et dans les faits, la position de Chiron là peut se traduire par des situations de type levier. C'est comme si on venait tester une dernière fois à 29 degrés la manière dont vous vous positionnez. Alors des conflits, des prises de décision radicales ou des moments où il va devenir impossible de rester passif peuvent se présenter. Donc préparez-vous. Pourquoi ? Parce que ça va vous obliger à sortir de vos vieux schémas. Et sous l'influence combinée de Mars et du carré à Pluton rétrograde, ces expériences seront probablement vécues avec beaucoup d'intensité, voire comme des confrontations directes à des enjeux de pouvoir, de territoire aussi ou de respect. Et ce qui va se jouer va dépasser la situation immédiate. La situation immédiate, c'est un peu comme le trampoline, ce que vous mettez sur le trampoline qui va rebondir et qui va émerger comme un véritable point de bascule. Voilà. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors, comme on dit karmiquement, alors ça se dit pas, je sais, Chiron, au degré anarétique, du bélier en plus, là évoque la fin d'un cycle lié, on l'a vu, à la blessure d'incarnation elle-même. Ça réveille quoi comme type de mémoire ? Ça réveille des mémoires d'impuissance, de difficulté à exister, on l'a vu, ou de schémas aussi qui peuvent osciller entre je m'efface ou je surcompense. Ce degré ici demande une intégration essentielle. C'est vraiment d'apprendre à vous affirmer sans vous renier. Ça, c'est important. Mais aussi sans entrer dans des logiques de lutte ou des logiques de domination. Pourquoi ? Parce que la crise que suscite ce placement au 29e degré, c'est pas un échec. Il faut pas le voir comme un échec. Il faut le voir comme une étape de maturation, un passage obligé pour quitter une identité qui est construite autour de la blessure pour pouvoir ensuite accéder à une forme d'affirmation plus consciente et surtout plus juste. Alors dans ce contexte global qui est déjà bien agité, je vous l'accorde, Chiron ici va agir comme je dirais presque un point de condensation des tensions, mais aussi, je vous le disais, comme un levier d'évolution majeure. Il va pas s'agir ici de guérir totalement la blessure par X ou Y pouvoir magique, mais de changer la manière dont vous allez y répondre. C'est-à-dire, par exemple, ne plus laisser la peur dicter votre action, mais à l'inverse, oser poser des actes différents, même si ces actes sont imparfaits. C'est pas grave, c'est pas gênant. Et c'est en fait dans ce déplacement dynamique qui risque d'être inconfortable, je vous l'accorde aussi, mais profondément libérateur, que va résider en fait la véritable transformation. Alors après ce carnage, j'ai envie de dire, il peut être vécu comme ça. En toile de fond, on n'oublie pas qu'on a toujours notre triangle mineur qui implique Uranus, Neptune et Pluton, toujours les mêmes. Ce triangle mineur qui peut paraître tellement petit à côté de tout ça, mais on n'oublie pas quand même qu'il agit comme une structure évolutive plus discrète. C'est vraiment alors peut-être pas le filet de sécurité, mais bon, c'est en dessous.
hein, c'est quelque chose d'essentiel qui montre que malgré les tensions visibles, on a vraiment ce processus de transformation collectif qui est en cours, qui soutient cette évolution des consciences. Même si pour l'instant on a l'impression que c'est du grand n'importe quoi, on a quand même ça en dessous, faut pas l'oublier. On a Uranus qui apporte une forme d'éveil, Neptune qui vient dissoudre les illusions, et Pluton qui lui incarne la mutation profonde. Et ensemble, toutes ces énergies montrent que ce qui se joue, ça aussi il faut pas l'oublier, dépasse largement, mais alors largement, le plan individuel et participe, à contrario, à un changement de paradigme plus global, comme on le sait déjà. Les nœuds lunaires, pour continuer sur on va dire une résonance karmique, alors également en signe mutable, hein, on a le nœud nord qui arrive à la fin des Poissons, le nœud sud qui arrive à la fin de la Vierge, et ben ces nœuds vont former un carré à cette pleine lune. Et ça va renforcer la dimension karmique, bien sûr, mais aussi la notion de carrefour. Et les signes mutables, comme vous le savez, sont liés à la transition, l'adaptation. Donc on a une configuration qui vient mettre en exergue une période où, là aussi, les vieux schémas, ils fonctionnent plus. Ça marche plus, c'est plus possible. Mais où, je dirais, la nouveauté n'est pas encore stabilisée. Alors, ça peut ou ça va générer de l'instabilité, encore un peu, beaucoup d'hésitation, un sentiment de flottement. Mais c'est aussi pour moi une invitation à évoluer, à faire des choix différents, on l'a vu, et surtout à sortir des répétitions du passé sur le fond. Et quand on parle de vieux, d'obsolètes ou de choses qui fonctionnent plus, on va voir ce que Saturne peut nous apporter, tant qu'à faire, dans tout ce contexte. Alors Saturne, outre le carré dont j'ai parlé tout à l'heure, il joue un rôle qui peut être intéressant, je trouve, en formant des aspects harmonieux à cette lunaison, au Soleil et à la Lune. On le voit, il est en trigone à la Lune et en sextile au Soleil. Donc, quelque part, il vient sécuriser les luminaires. Ça, c'est pas mal. Et donc, peut agir comme un point d'ancrage, en apportant de la structure, ou en tout cas demandant de la structure, de la discipline, et surtout une capacité de recul. Et en fait, grâce à lui, toutes ces prises de conscience là qui arrivent, qui déboulent là, comme une espèce de tsunami sur nos têtes, peuvent être intégrées de manière constructive, plutôt que de rester à l'état de choc ou de dispersion, comme on l'a vu. Ce Saturne-là, il offre en fait la possibilité de finalement de dessiner une forme concrète à ce qui est compris, et surtout à éviter de vous laisser emporter par l'instabilité ambiante. Et enfin, on a Mercure qui est en fin de Gémeaux, donc très fort parce qu'il est en domicile, comme on dit, hein, Mercure dirige les Gémeaux. Mercure va former un carré à Neptune, qui est donc en Bélier. Alors il est vrai que la conjonction Saturne-Neptune se détache là, on le voit bien. On a encore Neptune qui fait des siennes là avec Mercure. Alors Mercure qui est à la fin des Gémeaux, Mercure donc en Gémeaux est en domicile comme on dit puisqu'il dirige ce signe. Alors ce carré Mercure-Neptune, c'est vrai qu'il vient ajouter une couche de confusion au niveau mental. C'est-à-dire que malgré une grande activité intellectuelle, attention parce que vos perceptions peuvent se retrouver brouillées, avec des informations déformées, des informations mal interprétées, et ça vient renforcer le thème central de cette pleine lune. Autrement dit, la difficulté à distinguer le vrai du faux et l'essentiel du superficiel. Donc on le voit, il va vraiment falloir savoir jongler. S'il y en a parmi vous qui ont un bac+8 en jonglage, faites-nous signe. Voilà, en plus, l'ensemble de ce ciel est marqué par une dominante air, un manque relatif de terre, ce qui accentue l'activité mentale, les échanges, les idées, mais rend plus compliqué, plus difficile l'ancrage et la concrétisation.
En fait, c'est Mars en Taureau qui va constituer presque à lui seul le point de stabilité. Mais il est, comme on l'a vu lui-même, pris dans des tensions, dans cet étau-là, ce qui limite sa capacité à stabiliser pleinement les choses. Bon, voilà. Donc c'est vrai que ça paraît pas très engageant, je suis d'accord. Je pense qu'il faut envisager cette pleine lune comme une période charnière, hein, à la fois, on l'a vu, déstabilisante et en même temps évolutive. Elle va mettre en lumière quelque part une crise de vérité, une crise de foi, une nécessité de revoir nos croyances, nos valeurs et notre manière de comprendre, d'appréhender le monde. On l'a vu, elle active des processus karmiques importants, elle réveille des blessures, des vieilles blessures, mais en même temps, elle nous pousse chacun à une transformation intérieure qui va avoir du sens. On n'oublie pas quand même Saturne, les dynamiques de fond, moi je m'accroche un peu à ça pour le coup, la possibilité de structurer ces changements et d'en faire une base solide pour l'avenir. Donc la clé, elle va résider dans la capacité à accepter l'inconfort, à ne pas vous accrocher à vos vieilles certitudes et à faire preuve aussi de discernement dans un contexte où tout semble bouger quand même très rapidement. Voilà. Alors, bien sûr, dans un ciel aussi marqué par l'air, le feu aussi, on a, je vous l'ai dit, peu de terre, une eau qui est relativement en retrait. Chaque élément va réagir différemment. D'où l'intérêt, en tout cas de mon point de vue, de vous proposer, comme je vous le disais au départ, un signe par signe en quelque sorte, rassemblé par élément. Alors, pour chaque élément, je vais vous donner les points forts, les atouts à développer, les handicaps, donc les points sur lesquels il va falloir faire preuve de vigilance, et quelques petits conseils, évidemment, en lien avec tout ça. On va commencer par les signes d'air, puisque c'est l'élément dominant de cette pleine lune, avant le feu. Alors je rappelle les signes d'air, ils sont au nombre de 3. On a les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc si vous avez le Soleil, la Lune, l'ascendant dans un de ces signes, évidemment vous êtes concerné. Si vous avez également Mercure, évidemment aussi, puisque ces énergies vont être réactivées de fait. Bon, alors là, on a quand même l'air qui nous propose et qui nous offre une rapidité mentale exceptionnelle, une grande capacité d'analyse, d'adaptation, évidemment, Soleil, Uranus, Mercure en Gémeaux, alors là c'est bon. On a une vraie ouverture aussi aux idées novatrices avec le Pluton Verseau, comme on sait. Donc les prises de conscience, les fameuses, peuvent être fulgurantes, certes, les connexions intellectuelles nombreuses et la compréhension de situations complexes facilitées. Donc c'est vrai qu'en soi, c'est une période qui est bonne si vous devez apprendre, échanger, écrire. Mercure n'est pas rétrograde, transmettre ou repenser aussi votre vision des choses. Maintenant, les points sur lesquels il va falloir être un peu prudent, c'est que l'excès d'air peut conduire à une surcharge mentale. Autrement dit, ça peut se traduire par beaucoup de dispersion, pourquoi pas aussi une anxiété un peu sous-jacente comme ça, constante. Avec le carré Mercure-Neptune et Uranus aussi en air, le mental peut devenir instable, peut devenir confus, on peut s'emballer pour des scénarios peu réalistes. Alors le risque ici vraiment c'est de rester dans le mental. Attention. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous n'arriviez pas à incarner ou à stabiliser les choses. Alors, moi je pense que pour vous, signe d'air, il va être essentiel de ralentir le flux mental d'une manière ou d'une autre, de trier les informations déjà, et de ne pas croire tout ce qui passe par votre esprit. Ça c'est impossible. Peut-être que revenir à des faits concrets, en structurant votre pensée, vous imposer aussi des moments de silence, de déconnexion, ça vous aidera à canaliser cette énergie très électrique. En fait, l'air, ici, doit apprendre à se discipliner, ce qui n'est pas chose aisée pour les signes d'air, de manière à ne pas se perdre en route.
Pour les signes de feu maintenant, alors les signes de feu sont, pour rappel, le Bélier, le Lion, le Sagittaire. Alors le feu est pas mal actif aussi, légèrement moins clair, mais quand même, on est pas mal. On a donc notre Lune en Sagittaire, Saturne, Neptune en Bélier, et le point karmique qui est Chiron aussi en Bélier. Ce qui va lui donner à ce feu une dynamique à la fois, je dirais, inspirée, mais aussi encadrée. Les atouts du feu ici, avec les placements que je viens de vous donner, de vous résumer, c'est qu'il nous apporte une énergie, une motivation, une capacité à initier les changements. On l'a vu, la Lune Sagittaire, elle soutient la quête de sens, le besoin de vérité, et Neptune en Bélier, par exemple, ouvre aussi à une inspiration nouvelle, à une vision plus intuitive. On a vu aussi Saturne qui permet de structurer ces élans et de leur donner une direction plus consciente. Donc avec tout ça, quand vous regardez bien, il y a un potentiel d'alignement qui est réel entre ce qui est ressenti intérieurement et ce qui peut être construit extérieurement, donc dans la durée. Les pièges que peut proposer cette lunaison, à mon sens, c'est que comme ce feu est traversé par une tension entre impulsion et retenue, on l'a vu, on a Neptune qui peut créer des élans idéalisés, ou un peu flous, on ne sait pas trop où on va, on verra bien, voilà. Et de l'autre côté, on a Saturne qui peut ralentir ou limiter l'expression de ces élans. On a Chiron qui vient aussi sensibiliser, même au sens propre, la question de l'affirmation de soi. Tout ça, en fait, combiné, ça peut générer chez vous des réactions excessives ou des doutes dans l'action. Donc moi, les conseils que je vais me permettre de vous donner, ce serait de vraiment, là aussi, un peu comme pour l'air, canaliser votre énergie et surtout, ne pas agir dans la précipitation. Là, il est préférable de prendre le temps de vérifier que vos élans sont cohérents et surtout réalisables. Saturne. Ici, l'enjeu, ça va être, je dirais, d'équilibrer l'inspiration et la discipline en acceptant que toute forme d'impulsion ne se traduise pas immédiatement en tentée sous forme d'action. Pour les signes d'eau maintenant, alors les signes d'eau, je rappelle, qui sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Alors ici, dans notre ciel, on a effectivement l'eau qui est représentée, je dirais légèrement, par Vénus et Jupiter dans le signe du Cancer. Alors on a aussi le nœud nord en Poisson, mais c'est surtout Vénus et le Cancer qui sont importants. Alors comme on le sait, l'eau favorise la sensibilité, l'intuition, la connexion aux besoins affectifs que réclame, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment Vénus en Cancer. Et là, c'est vrai que le placement de Vénus avec Jupiter dans ce signe génère une amplification émotionnelle. Alors, les liens peuvent prendre de l'importance, les valeurs relationnelles peuvent être réévaluées, donc il y a une vraie capacité à ressentir en profondeur et à nourrir les relations. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, cette amplification émotionnelle peut aussi vous rendre beaucoup plus sensible aux frustrations, notamment avec les tensions en carré à Saturne. Peut-être que vos attentes affectives sont très élevées, il y a peut-être aussi un sentiment de manque ou de décalage qui peut apparaître. C'est comme s'il était un peu difficile de prendre du recul face aux réactions émotionnelles, que ce soit les vôtres ou celles de vos interlocuteurs. Moi, je pense que ce qui va être essentiel pour vous, c'est de clarifier vos ressentis, déjà, de ne pas réagir uniquement sur une base émotionnelle, parce que ça peut partir dans tous les sens. Et là aussi, comme pour tous les signes, c'est prendre du recul, identifier ce dont vous avez besoin réellement, développer ou redévelopper une sécurité intérieure. Ça va permettre de rééquilibrer votre énergie. Les relations, pour moi aussi, gagneront à être abordées avec discernement et avec maturité. Pensez aussi à vous protéger des environnements confus ou toxiques. Ça ressort quand même comme essentiel aussi.
Pour les signes de terre, pour terminer, alors signes de terre que sont le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Alors c'est vrai que la terre, c'est un petit peu en tant qu'élément le parent pauvre de ce ciel. On a essentiellement Mars en Taureau, tout à l'heure je vous l'ai dit, qui sort comme le point d'ancrage, mais il est lui-même sous tension. Alors c'est vrai que la terre, même minoritaire, représente une ressource importante. Pourquoi ? Parce qu'elle offre la capacité de ralentir, de stabiliser, de concrétiser et de revenir à des réalités simples. Mars en Taureau, en tant que tel, donne de la persévérance, de l'endurance, et aussi une volonté de construire sur du solide malgré les turbulences. Alors là, le fait qu'on manque de terre, qu'on ait l'élémentaire en déficit, ça peut se traduire par un manque de pragmatisme, des difficultés à s'organiser, à structurer, à matérialiser les idées. On peut se sentir débordé, désorganisé, ou incapable aussi de transformer les prises de conscience en actions concrètes. Donc ce Mars en Taureau, en tension, peut aussi créer de l'inertie, ou aussi une résistance au changement. C'est pas impossible. Donc là, il va être crucial pour tout le monde, vous évidemment plus que les autres, mais pour tout le monde, de renforcer volontairement l'élément terre. En faisant quoi ? En instaurant ou en réinstaurant des habitudes, des niveaux aussi d'organisation, de gestion du temps. Pensez aussi au contact avec la nature, avec le corps. Revenez à des actions simples, concrètes, que ce soit dans le travail, dans vos tâches quotidiennes, dans la gestion de votre argent, tout ce qui est en lien avec le Taureau. Tout ça, ça devrait permettre de stabiliser l'ensemble. Je pense qu'il ne faut pas chercher à tout comprendre ou à tout vouloir résoudre par le biais du mental pour le moment, mais plutôt avancer, pas à pas, tranquillement. Pour conclure, parce qu'il va être temps de conclure, je dirais que dans l'ensemble, c'est une pleine lune qui, on l'a vu, met en tension un excès d'air. On a un feu qui est en cours de structuration, je dirais ça comme ça. On a une eau qui est amplifiée avec Vénus, Jupiter, qui sont très, c'est des énergies assez extraverties. Mais on est sur une eau sensibilisée, du fait du carré à Saturne. Et on a une terre insuffisante pour stabiliser immédiatement les choses. Donc, il en résulte une forte activité intérieure, on l'a vu, mentale, émotionnelle, intuitive, mais une nécessité de ralentir pour pouvoir intégrer ce qui doit l'être. Donc l'enjeu central, ça va être de ne pas confondre intensité et, je dirais, réalité, vérité, de ne pas agir sous l'effet d'une surcharge, notamment intellectuelle, mentale ou émotionnelle, et surtout de laisser le temps à ce qui émerge, de trouver une forme concrète et ancrée, incarnée. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne pleine lune. J'espère que vous saurez rebondir comme il se doit, en tout cas comme vous le souhaitez. Et je vous dis quant à moi, à très vite pour un autre podcast. Je vous embrasse, à bientôt.